Il a une conférence qui s'appelle République maritime française. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour cet excellent conférencier et docteur qu'est Idriss Aberkane. Merci infiniment. Je vous aime aussi. Merci infiniment à vous. Je sais pas quoi dire. À chaque fois, vous me recevez mieux, un peu mieux que l'année précédente. Je suis infiniment touché. Écoutez. Je vous aime aussi et je dois malheureusement, j'ai exactement 1 heure, donc il faut que j'attaque la conférence tout de suite. Mais voilà, vous m'avez laissé vraiment sans voix et merci de cette assemblée remarquable. Je vois qu'il y a encore des gens qui rentrent, je ne sais même pas si la salle est en règle, tellement vous l'avez remplie. Merci à vous. Alors, on va parler de rêve dans cette conférence parce que, comme l'a très bien rappelé Simon Sinek, Martin Luther King n'a pas dit « j'ai un plan, mais j'ai un rêve ». En politique, c'est un peu important tout de même d'avoir un minimum de rêve, et le rêve est peut-être l'ambition maximale. Alors, on a ça. Ok, vous pouvez envoyer les slides. On a ça, c'est le territoire maritime de la France, le premier au monde. Maintenant, on est certain que c'est le premier. C'est plus que le Canada. Et vous voyez, la France a un double maritime aux antipodes. Toute cette zone rouge là, la Polynésie, c'est aux antipodes de la métropole. Les antipodes de la métropole, très exactement, c'est à côté de la Nouvelle-Zélande. C'est une zone à côté de la Nouvelle-Zélande. Vous remontez un peu et vous avez le jumeau maritime de la France, à savoir la Polynésie. Mais tout ce que vous voyez en rouge ici, c'est la zone économique exclusive de la France. On est le pays au monde qui a le plus de fuseaux horaires. Aucun pays n'a autant de fuseaux horaires que nous, même pas la Russie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Un jour, on l'aura plus, alors ça ne nous concerne pas tellement. Ce que vous voyez ici, ça s'appelle la Pangée ultime, avec la dérive des continents, la tectonique des plaques. Un jour, tous les continents vont se recentrer sur l'océan Indien, et la France sera là. Bon, la métropole sera là, mais le reste de l'espace maritime français sera dispersé sur toute la carte. On appelle ça donc la Pangée prochaine ou la Pangée ultime. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de cet espace? Eh bien, comme l'a dit Victor Hugo, rien n'est tel que le rêve pour engendrer l'avenir. Si vous levez 1000 milliards de dettes et que vous mettez aucun rêve dans cette levée de fonds, vous avez trahi votre pays. Victor Hugo donc a dit « Rien n'est tel que le rêve pour engendrer l'avenir » et bien sûr Jules Verne a dit « Tout ce qu'un homme peut imaginer, d'autres hommes peuvent le concrétiser ». Et c'est arrivé très vite après tout. Vous avez Jules Verne, on a un roman qui a été publié de façon posthume, qui dormait dans un coffre-fort, où il pensait à Paris à la fin du XXe siècle, et il avait anticipé beaucoup de choses, les télécommunications notamment. Et c'est ça qui nous manque au fond, c'est l'esprit Jules Verne après tout. Si l'époque de Jules Verne revenait nous voir, elle se demanderait ce qu'on fait de toutes ces ressources de l'informatique, de l'intelligence qu'on a accumulées, et de ce territoire maritime qui demeure, et dont on ne fait pas grand-chose au final. Alors, République maritime. Évidemment, le prototype, c'est Venise. Venise, c'est une machine à transformer le risque en argent, en économie. Venise est vraiment une entité qui transforme les choses négatives en choses positives. D'abord, Venise, c'est un camp de réfugiés.
Venise n'a pas été créée par les Romains, c'est un camp où vont se réfugier les habitants de l'Italie du Nord face aux invasions des Lombards. Lombard qui vient donc Longobardi en italien, qui vient de longue barbe. Donc c'était des barbares à longue barbe qui étaient vraiment très motivés. Ces barbares, ils pouvaient vous tuer votre père, vous forcer à les épouser et vous faire boire votre vin dans le crâne de votre père. Oui, ils ont vraiment fait ça, les Lombards. Donc Charlemagne est venu pour leur botter le cul, voilà. Pas mal, non, c'est français. Et donc c'était mieux d'être dans une lagune inhospitalière parce que Venise c'était l'enfer. Venise c'était une lagune avec la malaria, c'était horrible. Hein, mais c'était mieux d'être là-bas qu'entre les mains des Lombards. Donc Venise c'est une forêt, hein, bien sûr, c'est une forêt des troncs qui ont été enfoncés dans la lagune, qui se sont pétrifiés avec le temps. Sur cette forêt où il n'y avait pas d'eau potable, accessoirement, on a créé de grandes places avec du sable pour pouvoir filtrer l'eau de pluie. C'est pour ça qu'on a des puits dans les places vénitiennes, des puits au centre des places vénitiennes. Et petit à petit, on a transformé un enfer en paradis. Venise, c'est ça. C'est l'enfer et on va en faire la ville la plus romantique d'Europe, peut-être même du monde. Vous n'avez que réellement trois Venise, trois cités d'eau dans l'histoire du monde. Vous avez Tenochtitlan, Nan Madol et Venise. Venise est plus vieille que Tenochtitlan, qui a été détruite, qui a donné Mexico aujourd'hui. Et Nan Madol, elle est détruite aussi. Donc Venise est la dernière des trois, de ces trois grandes cités d'eau. Il y a d'autres cités d'eau, mais à ce niveau de civilisation, vous n'avez que ces trois villes, Tenochtitlan, Nan Madol et Venise est la seule qui reste. Venise a pesé énormément dans l'histoire de France, énormément. Beaucoup de conseillers des rois de France se sont inspirés de la politique de Venise. Donc ce n'est pas anodin de poser cette question. D'abord, vous avez l'arsenal, bien sûr. On dit que les Vénitiens étaient capables de vous sortir un bateau par jour. C'est d'ailleurs un chiffre qui, transposé dans un pays qui va s'en inspirer, les États-Unis d'Amérique, va faire douter Adolf Hitler. Quand Adolf Hitler verra les chiffres de production maritime des Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, il croira à une intox. Quand on lui dira, vous savez, les Américains sont capables de sortir un bateau par jour, un bateau de guerre par jour, en moyenne, bien sûr, c'est pas, ils le commencent le matin, ils le finissent le soir, eh bien, il dira, non, c'est pas possible, c'est de l'intoxication. Ce n'est pas physiquement possible. Eh bien, l'arsenal de Venise, au sommet de sa gloire, avait cette capacité de production. Dernièrement, on a découvert que le lion de Venise était très certainement une modification d'une sculpture chinoise. Donc c'est une équipe de l'université de Padoue, donc ils sont italiens, ça ne les gêne pas, ils ont démontré que le bronze venait, en fait vous savez ce sont ces espèces de bons génies que les Chinois placent à l'entrée de bâtiments importants, qu'on retrouve maintenant devant les restaurants chinois. Les Vénitiens les ont modifiés, ont rajouté des ailes, on est quasiment sûr que c'est ça l'origine du lion de la place Saint-Marc maintenant. Pour les Chinois ce n'était pas un lion mais un génie protecteur et les Vénitiens ont rajouté les ailes. Ça vous donne déjà une idée de l'aspect global bien sûr de la République maritime de Venise. Mais des républiques maritimes, vous en avez eu d'autres au sens large. Le mot république maritime, ça désigne Venise, Gênes, Pise, Amalfi, Raguse. Mais en réalité, si on veut vraiment aller sensus largo, eh bien, une république maritime, c'est simplement une nation qui dérive autour d'un quart de ses revenus de la mer. Au minimum, un quart de ses revenus de la mer. Donc ça décrit parfaitement Carthage. Carthage, fondée par les Phéniciens, qui veut dire la nouvelle ville. Ensuite, les Carthaginois vont fonder une nouvelle Carthage, qui va s'appeler Carthagène, en Espagne, qui veut donc dire la nouvelle ville. Et puis ensuite, les Espagnols, héritiers de l'Empire romain, puisqu'après tout, depuis l'Empire romain, il n'y a qu'une sorte de passage de relais de nouveaux empires romains. Vous avez eu les Espagnols, ensuite vous avez eu les Anglais, vous avez eu les Américains. Tout le monde essaie de se passer le relais de l'Empire romain. Napoléon, quand il se fait sacrer à Notre-Dame, il se fait sacrer avec les lauriers, comme César, bien entendu. On l'accusera bien assez de césarisme. Et puis après tout, nos claviers ont un alphabet latin. C'est pas un hasard. Hein. Le Latium, c'est une toute petite région de contrebandiers, de dealers de sel. C'est une ZAD, Rome, au départ, hein, concrètement. C'est littéralement une ZAD. Ils vont même jusqu'à enlever des femmes, parce qu'il n'y a pas de femmes là-bas, c'est l'enlèvement des Sabines. Et au début, que vend Rome? Du sel. Eh bien, Carthage, donc, nouvelle ville, Carthagène, nouvelle ville, Carthagène des Indes en Colombie, nouvelle ville. Vous avez comme ça une dynamique qui transcende les époques et qui va bien au-delà de l'âge de fer où Carthage va être créée. Ça, c'est Carthagène aujourd'hui. Carthagène des Indes en Colombie, bien sûr. Et à Carthage, déjà, vous aviez un lien avec la terre. Ici, c'est une représentation médiévale de Magon, qui était le meilleur agronome au monde. Et donc, déjà, Carthage vendait des produits de la terre. Être une république maritime, ça ne veut pas dire tourner le dos à la terre.
Bien au contraire, ça veut souvent dire être la nation qui va le plus intelligemment exploiter la terre. Encore aujourd'hui, cette tradition est préservée par les Pays-Bas, par exemple, qui ont les meilleurs rendements agricoles au monde, alors qu'ils n'ont que très peu de terre. Être une république maritime, et les Pays-Bas ont été, dans leur fonctionnement, une grande république maritime, même si ce n'était pas une république maritime au sens strict. On peut d'ailleurs avoir un fonctionnement de république maritime en étant même une monarchie. Si on parle vraiment de choses publiques, république dans le sens large, eh bien, les Pays-Bas aujourd'hui sont le pays du continent européen qui utilise le mieux sa terre. On devrait s'en inspirer, et je vais vous en parler dans cette conférence. Autre république maritime typique, la Grèce de Thémistocle. Les Grecs découvrent l'argent, les gisements d'argent dans le Laurion, et Thémistocle a cette vision de dire « nous devons investir cet argent pour faire des bateaux ». Et donc, les Grecs vont construire des quinquérèmes avec un prototype d'arsenal déjà à l'époque. C'est ça qui va les rendre puissants. Athènes va fonder la Ligue de Délos. C'est un prototype de république maritime dont on peut s'inspirer aussi. Sinon, bien sûr, vous avez Amalfi qui va créer le premier grand code naval, qui va avoir une influence majeure sur la façon dont on va codifier les transactions maritimes, la prise de risque, les assurances, etc. Alors le risque, justement, j'ai une petite anecdote pour ça. Ça, c'est un épisode dans Le Seigneur des Anneaux qui est très intéressant parce que Le Seigneur des Anneaux était une prise de risque, c'est en Nouvelle-Zélande, ça a permis de faire découvrir la Nouvelle-Zélande. Vous voyez ici Andy Serkis, qui est donc l'acteur qui joue le mieux dans ce qu'on appelle la motion capture avec ses collants. Et il a joué King Kong, il a joué dans La planète des singes, il a joué énormément d'animation informatique, et il jouait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. On a cette scène dans Le Seigneur des Anneaux, très précisément, où Gollum doit chercher un poisson dans l'eau, et elle a été refaite des dizaines de fois. Donc on est en Nouvelle-Zélande, l'eau est à 9 degrés, Andy Serkis est habillé comme ça, il est en train de patauger dans une eau à 9 degrés, et Peter Jackson, qui va avoir 11 Oscars avec ce film, lui demande de refaire la scène encore et encore parce qu'on est en lumière naturelle, encore et encore et encore. Andy Serkis va attraper évidemment une crève géante. Le tournage du Seigneur des Anneaux a été particulièrement compliqué. À chaque fois qu'il y avait un problème, eh bien, Peter Jackson disait, en particulier à Andy Serkis, mais aussi à ses figurants, mais aussi à tous les gens qui souffraient pour le tournage, par exemple Sean Bean, qui joue... comment il s'appelle déjà ? Boromir, merci. Sean Bean, qui joue Boromir, avait peur de l'avion et des hélicoptères, donc lui, il venait à pied sur le site de tournage. Ça fait qu'il se levait à 4 heures du matin pour être là à 8 heures, avec 4 heures de marche, avec son barda sur les épaules. À chaque fois qu'il y avait ce genre de difficulté, eh bien, Peter Jackson disait quelque chose qui est très pertinent pour la question de la France comme république maritime. La douleur passe, mais le film reste. Donc, quand on avait Andy Serkis là, en train de choper une crève, à essayer de faire cette scène parfaitement avec la bonne lumière naturelle dans des collants comme ça, dans une eau à 7 degrés, 7-8 degrés, il lui disait, la douleur passe, mais le film reste. Ça, c'est la leçon de la persévérance, et le rapport entre la France et la mer est un problème de persévérance. Exemple, la bataille de Trafalgar. Voici donc l'amiral Nelson, et la bataille de Trafalgar, c'est son chef-d'œuvre. Il va complètement réécrire, à l'époque, les règles maritimes, tout simplement. Normalement, quand vous êtes dans cette situation, c'est les Bleus qui gagnent. Parce que quand vous barrez le T pour une bataille navale à l'époque, c'est la barre du T qui gagne. Ce n'est pas le pied du T, c'est la barre du T. Ça, c'est la base de tous les manuels militaires. Oui, mais quand vous êtes Nelson, vous savez que les suiveurs lisent les manuels, mais les leaders, ils les écrivent. Et donc, quand vous êtes Nelson, vous donnez ordre à toute votre escadre de dire tant pis pour les manœuvres, foncez droit sur eux. C'est ce qu'il a dit. Il est mort peu de temps après, en humiliant la flotte de Napoléon et de l'Espagne réunie. Eh bien, en fait, il y a une leçon là-dessus, parce que c'est ce qui a fait que la France s'est moins tournée vers la mer. Bon, on n'a pas complètement arrêté, bien sûr, mais ça a été un moment où on a laissé la thalassocratie aux Britanniques. La bataille de Trafalgar en 1805, vraiment, c'est le début où la flotte britannique va régner sur le monde. Eh bien, les leçons, c'est l'Empire romain. Alors, l'Empire romain, vous avez dans Tite-Live cette phrase qui aurait été prononcée par un ennemi de Rome à l'époque, un samnite, un général samnite. On est à la bataille des Fourches Caudines, les Romains vont se faire humilier par les samnites. Les samnites, c'est le peuple des montagnes qui leur a appris à se battre. Les samnites vont apprendre aux Romains la méthode de la légion manipulaire. Avant, les Romains utilisaient une phalange. C'est très rigide, une phalange, ça ne se déploie pas bien en montagne. Ça peut être menacé sur ses flancs. Eh bien, les Romains vont abandonner ce système pour la légion manipulaire qu'on connaît, en gros Astérix. Les Samnites vont humilier les Romains à la bataille des Fourches Caudines.
Et un général samnite demande à son père, qui est très malade, et il lui demande ce qu'il doit faire des prisonniers romains, s'il doit les tuer, s'il doit les humilier. Bon. Et son père lui dit « Ea natura populi romani est ut victis quietem non ferat ». Telle est la nature du peuple romain, c'est comme ça que c'est traduit dans les traductions modernes de Tite-Live, telle est la nature du peuple romain qu'il ne supporte pas le repos après avoir été vaincu. L'Empire romain, c'est le seul empire qui a unifié la Méditerranée, aucun n'y est parvenu, pas Hitler, pas les Britanniques, pas Napoléon, pas les Espagnols, pas les Turcs, pas les Carthaginois, pas les Grecs, personne n'a unifié la Méditerranée, il n'y a que les Romains pour faire ça. Et ça n'arrivera probablement plus. Eh bien pourquoi ? Parce que les Romains, ils n'abandonnent pas. Il y a un truc avec eux, ils n'abandonnent pas. Et pour vous donner une idée, si on compare avec Trafalgar, l'histoire navale romaine. Alors les Romains, ils sont nuls en construction navale. Ils sont incompétents, nuls. Pendant la première guerre punique, ils ne savent pas faire un bateau qui tient la route. Ils vont récupérer un bateau carthaginois, ils vont essayer de le remonter à leur sauce, ils vont inventer un système, ils disent « Attendez, nous on est forts sur Terre. On est forts, on a inventé la légion manipulaire, etc. » On va faire qu'une bataille navale, ça soit une bataille terrestre. Alors ils inventent un petit pont qui s'appelle le corbeau, le corvus, qui permet de transformer les combats navals en combats terrestres. Ça va très bien marcher. Mais regardez la liste de leurs défaites. 260 avant Jésus-Christ, on est dans la première guerre punique. Bataille de Lipari, 17 navires romains capturés, sur les 17 envoyés, défaite totale. Bon, vous êtes romains, vous recommencez, bien sûr. Bataille de Tyndaris, 9 navires coulés. Bataille du Cap Ecnomus, alors là, 24 navires coulés sur 330 engagés, mais c'est une petite timide victoire. Là, les Romains se disent « Ah, peut-être qu'on peut gagner ». Ils disent ça. Bon. 256 après Jésus-Christ, 384 navires perdus sur 464. Là, ils sont saignés. Là, vous êtes Napoléon, vous arrêtez normalement. Après la bataille de Trafalgar, Napoléon, il n'a pas refait une flotte, il ne s'est pas dit « Mais attendez, on a perdu à Trafalgar, mais Nelson est mort ». C'est pas anodin, ça. Hein. Parce qu'un grand amiral ou un grand général, par exemple, les ennemis de Napoléon disaient que Napoléon valait 2 corps d'armée. Voilà. Que quand Napoléon était présent sur le champ de bataille, il valait 2 corps d'armée. C'est ce qui se disait de lui. Nelson, c'est à peu près ça qu'il valait aussi. Il est mort à Trafalgar. Et vous avez comme ça de grandes batailles dans l'histoire du monde où le vainqueur a perdu sur le long terme. Par exemple, la bataille de Chancellorsville pendant la guerre civile américaine, la guerre de sécession, c'est le chef-d'œuvre du général Lee, mais il perd Stonewall Jackson, et à partir de ce moment-là, Lee et le Sud ont perdu. Et bien, à partir de Trafalgar, normalement, si Napoléon avait persévéré, peut-être qu'il aurait gagné. En tout cas, il n'a pas persévéré comme les Romains. Tempête après la bataille du Cap Hermaum, donc 384 navires perdus sur 464. 384 talents d'argent par bateau, hein, c'était extrêmement cher. 253 après Jésus-Christ, 150 navires perdus encore. Donc là, ça veut dire qu'ils en sont à leur 4e reconstruction d'une flotte, les Romains. Ça fait 4 fois en moins de 20 ans qu'ils reconstruisent une flotte entièrement, à partir de rien. Et leur corps aussi d'officiers, etc. 249 avant Jésus-Christ, bataille de Drepanum, 93 navires perdus sur 120. Les Romains ont gagné la première guerre punique. Ils ne l'ont pas perdue. Ils ont dû construire 1000 navires en 5 fois. Ça, c'est les Romains. Et après, il y aura la deuxième guerre punique avec Hannibal qui va leur mettre branlée sur branlée. Et les Romains vont la gagner quand même. La persévérance. L'histoire ne retient que ça. Elle ne retient pas. Vous le saviez que les Romains avaient perdu autant de bateaux ? Personne ne le sait. En fait, on s'en fout complètement. Ils ont gagné à la fin. Et c'est comme ça qu'on bâtit une civilisation en réalité. C'est en persévérant. Aujourd'hui, on a une telle attitude d'aversion à la défaite, d'aversion aux pertes, qu'évidemment, il ne faut surtout pas connaître l'échec. Alors c'est ça l'histoire de Rome face à Carthage, qui avait déjà un prototype d'arsenal de Venise, comme vous le voyez. Les Romains vont s'en inspirer, ça ce sera le port de Claude, la version hexagonale vient de Trajan, le plus grand empereur romain. Donc c'est à côté d'Ostie. Et alors Trajan, pareil, il y a des comparaisons avec Napoléon. À la bataille de Wagram, Napoléon construit un pont sur le Danube. Napoléon dira, pour la grande armée, le Danube a cessé d'exister. Ça, c'est le pont de Napoléon à Wagram, parce qu'à Essling, il avait pris une sacrée défaite, notamment parce que les ennemis, les Autrichiens, avaient balancé des barques en feu sur le Danube. Ça, c'est le pont de Napoléon. Ça, c'est le pont de Trajan. Donc, à 1700 ans d'écart, les Romains savaient persévérer et construire. On a des leçons à retenir de ça. Et puis, je vous ai dit, une république maritime, elle transforme quelque chose de négatif en positif, elle transforme le risque en récompense.
Ça, c'est une vigne à Santorin. Santorin était sous le contrôle des Vénitiens. Imerovili, la plus belle ville de Santorin, a été bâtie par les Vénitiens pour vendre notamment du vin. Imerovili, qui veut dire la vigie du jour en grec. Emera, le jour, vili, ça a donné le mot vigile. Imerovili, bien, ça permettait aussi de surveiller les pirates, qui étaient le plus grand problème pour les Vénitiens, avec tout leur système d'assurance qui était basé sur la lutte contre la piraterie et les avaries en mer. Eh bien, à Santorin, vous avez cette terre sablonneuse, vous avez cette caillasse. Ils font un excellent vin parce qu'ils ont réussi à tailler les vignes en panier, comme vous le voyez ici. Ça donne très peu de rendement, mais ça donne des vins excellents. Ça, c'est une attitude de République maritime. Faire le mieux avec ce que vous avez conquis, faire le mieux avec même des choses dont vos concurrents vous disent qu'elles ne valent rien. Et à l'époque, on pensait bien évidemment qu'il était impossible de cultiver la vigne sur cette zone. Toute la France est maritime en réalité, tout son climat est inspiré par la mer. Vous voyez ici les zones climatiques en France. Même les climats de montagne sont sous influence maritime. La totalité de la France est inspirée par la mer et ça a un impact sur son agriculture, ça a un impact sur sa culture en général. François Ier l'avait compris. Quand les Portugais et les Espagnols se sont divisé le monde avec le traité de Tordesillas, François Ier a dit au pape, mais attendez, où est le titre de propriété signé par Adam qui détermine que le monde est divisé comme cela? Bon, ça va donner une longue série de conflits entre la couronne de France et le Saint-Siège, mais en tout cas, François Ier va décider de violer le traité de Tordesillas en embauchant un grand explorateur issu d'une république italienne, celle de Florence en l'occurrence, Monsieur de Verrazzano, qui va découvrir un petit endroit qu'il va appeler la Nouvelle Angoulême, qui va ensuite s'appeler la Nouvelle Amsterdam, et qui aujourd'hui s'appelle New York. Être une république maritime, c'est innover, et en fait la France a été en permanence influencée par les innovations navales. L'histoire de France, elle est déterminée par les Vikings, on le sait, sans les Vikings, il n'y a pas de roi de France, il n'y a pas de Capétien, il n'y a pas de duché de Normandie. Eh bien, les Vikings avaient cette innovation, le Langskip, qu'on appelle aujourd'hui Drakkar, un bateau symétrique qui permettait aussi bien d'avancer que de reculer sans retourner le bateau pour pouvoir fuir rapidement, et qui était un bateau très long avec un très faible tirant d'eau. Les innovations navales, la France va les étudier et parfois les copier. Vous voyez ici une galéasse, c'est ce qui va infliger une grande défaite aux Turcs à la bataille de Lépante, galéasse vénitienne, fabriquée bien sûr dans l'arsenal de Venise. Autre innovation. La flûte, ça c'est les Hollandais, ça c'est ce que va observer Colbert, dont on va parler juste après. Un nouveau type de bateau, vous voyez, à fond presque plat, pour pouvoir remonter dans les fleuves aussi loin que possible, tout le long des Pays-Bas notamment, avec énormément de fret, et ça c'est ce qui va vous financer plus tard l'âge d'or hollandais, c'est-à-dire Rembrandt, Voigtwell, etc. Beaucoup plus tard, au XIXe siècle, les Hollandais vont inventer le tjalk. Le tjalk, encore aujourd'hui, c'est un peu le Graal des pénichards, les gens qui veulent vivre sur une péniche, c'est ça qu'ils essaient de trouver, il n'y en a plus beaucoup. Le tjalk a ces espèces d'ailes que vous voyez et un mât qui peut se rabattre pour pouvoir passer sous les ponts. Et ça lui permet de naviguer en mer, il peut déployer ses ailes sur le côté pour être stable en mer et ensuite remonter les rivières. Les Français ont tout de même créé le gabarit Freycinet. Ça, c'était une véritable innovation à la fin du XIXe siècle. Et quand vous créez des standards maritimes, vous convoquez un peu de l'esprit d'une république maritime. Évidemment, aujourd'hui, ce sont les Chinois qui innovent le plus. Là, c'est pour l'invasion de Taïwan, préparée bien sûr par les Chinois. Ils aimeraient pouvoir récupérer Taïwan autrement. C'est vraisemblablement ce qui est en train de se préparer. Mais bon, comme disait Roosevelt, marche lentement et emporte un gros bâton. Le gros bâton, ce sont ces nouvelles péniches qui sont des ponts que la Chine a manifestés. Et en France, on continue à innover. Ça, c'est CMN, Société française, qui fait des frégates de patrouille qu'on exporte, notamment en Angola. Mais avec le territoire marin, ça devrait être à l'État français d'en commander le plus. Ce sont des bâtiments admirables qui peuvent emporter des drones, qui peuvent surveiller l'espace maritime, qui peuvent avoir un impact, bien sûr, sur les patrouilles douanières excellent. Et en fait, c'est tellement bon que même Sea Shepherd en a utilisé. Ce n'est pas exactement le même modèle, mais ce sont des trimarans très rapides, avec notamment le Brigitte Bardot, qui était un ambassadeur de Sea Shepherd. Là, vous le voyez, à quai à Paris. Donc la France a encore un background absolument excellent pour être leader en matière maritime. Mais bon, le modèle, c'est Colbert. On veut l'effacer, Colbert. On veut l'effacer en trichant avec l'histoire, en trichant avec le fait que n'importe quel être humain a du passif et de l'actif.
Ah, moi, je peux vous cancel qui vous voulez. Les gens qui veulent cancel Colbert, j'aimerais qu'ils m'expliquent pourquoi ils n'ont pas cancel Karl Marx, il était antisémite après tout. Et pourquoi ils n'ont pas cancel Voltaire aussi, antisémite aussi. Je peux vous cancel Proust si vous voulez, il n'y a pas de problème. Proust aimait torturer des hamsters. Oui, oui, pour de vrai. Bon, on peut effacer tout le monde si on veut jouer au con comme ça. Hein. L'histoire, c'est du passif et de l'actif. Ok, Colbert a un passif, mais bon, à partir du moment où c'est Jean-Marc Ayrault qui le critique, alors, j'ai voulu me poser dans cette conférence la question, si Colbert était là, qu'est-ce qu'il ferait avec notre espace maritime? Parce qu'il avait 2-3 idées. Hein. Alors, Colbert, c'est... Donald Trump le copie complètement aujourd'hui. Hein. Mais vraiment, Colbert, c'est des tarifs douaniers et de la préférence nationale, plus ensuite une balance commerciale positive. 3 choses. Tarifs douaniers, préférence nationale, balance commerciale positive. Non, Trump, vraiment, c'est du copier-coller de Colbert. C'est pas une blague. Hein. Ils vont pas le dire aux États-Unis, bien sûr, parce que c'est America First. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, cette stratégie, c'est du colbertisme. Colbert avait fait le grand trianon de porcelaine pour s'affranchir de la porcelaine de Chine. Donc, il avait fait des commandes d'État, un monopole et bien sûr des tarifs douaniers. Alors, il a répliqué ça, bien sûr, avec les sociétés des glaces qui vont donner le Palais des Glaces, qui vont donner Saint-Gobain. Après la mort de Colbert, ça va déménager dans la ville de Saint-Gobain, et Saint-Gobain existe encore aujourd'hui. Il va notamment récupérer des verriers vénitiens. Et puis vous avez les Gobelins, accessoirement. Là aussi, pour ne pas trop importer de tapisserie des Flandres. Enfin, Colbert, c'est la fameuse ordonnance sur les eaux et forêts, avec toute une stratégie marine, bien sûr. En fait, littéralement, la flotte française qui va sauver les États-Unis pendant leur bataille d'indépendance, c'est la flotte de Colbert 100 ans plus tard. La bataille de la baie de Chesapeake qui met fin à la guerre d'indépendance américaine, c'est la flotte de Colbert. Alors j'ai voulu imaginer si on créait une société Colbert aujourd'hui. À quoi ça ressemblerait une société nationale Colbert? Qu'est-ce qu'elle ferait de notre espace maritime? Et c'est le sujet de cette conférence. Alors, Colbert, oui, bien sûr, ce sont les corderies royales de Rochefort. La filière chanvre, ça a donné la canebière à Marseille. Bien sûr, canebière qui vient de cannabis, qui veut dire le chanvre en provençal. La filière chanvre au Moyen-Âge, bien sûr, on fait des cordages, mais pas que. Ça se mange aussi, on peut faire du papier avec. La Constitution américaine a été écrite sur papier de chanvre. C'est une filière exceptionnelle, le chanvre. On peut en faire des jeans, on peut en faire des couscous protéinés, on peut en faire des crackers, on peut en faire des briques, on peut en faire du béton, on peut en faire des polymères, et notamment des biopolymères et des biocomposites dont je vais vous parler. Il faut clairement la réintroduire. Ajoutez à ça que c'est une filière pérenne, c'est une plante pérenne, pas besoin de la ressemer chaque année. Séquestration de carbone optimale. Tiens, je me demande pourquoi tous les gens qui parlent de séquestration carbone ne nous disent pas de refaire une filière chanvre. Peut-être qu'ils n'auraient pas envie que les solutions soient déployées, je ne sais pas. Je suppose. Hein. Regardez le denim, par exemple, avec le fameux indigo. Aujourd'hui, les Japonais en sont devenus les meilleurs fabricants au monde. C'est le fameux selvedge japonais. On l'appelle selvedge parce qu'il est cousu de telle sorte à ce que le textile soit terminé par la couture, self-edge. Les Japonais sont les meilleurs fabricants de selvedge au monde et de très loin. Je vous parle de jeans à $1000 là. Eh bien, comme vous le savez, toile de Gênes de Nîmes, c'était fabriqué à Nîmes. Les premiers denim datent de la fin du XVIe siècle. Ils ne sont pas en coton encore à l'époque. Ensuite, ça sera une filière qui ira de Sedan à Gênes, République maritime, qui va aussi contrôler la Corse au passage. Hein. La Corse sera contrôlée par Pise et par Gênes, puis par la France. Vous voyez systématiquement des influences entre les républiques maritimes italiennes et la France. Colbert a vraiment voulu copier Venise, d'où le verre, mais aussi les modèles de financement. Colbert a voulu copier notamment il Banco di San Giorgio à Gênes, qui était une des premières banques publiques privées, avec un modèle de financement qui avait permis à Gênes de restructurer sa dette. Colbert s'en est profondément inspiré. Donc, je vous ai dit, une république maritime, c'est pas seulement tourner vers la mer, c'est aussi tourner vers sa propre terre. Avec la filière chanvre, on pourrait faire des jeans, on pourrait les exporter dans le monde entier. Il se trouve que la France, encore aujourd'hui, est parmi les leaders sur les filières chanvre et lin. Or, avec le chanvre et le lin, on peut faire des bateaux. D'où le lien, encore une fois, avec la République maritime. On peut faire des coques de bateaux en biocomposite de lin, et la France est un des leaders au monde dans ce domaine. Simplement, on le fait à petite échelle pour l'instant. Évidemment, s'il y avait l'entreprise Colbert, elle le ferait immédiatement à très grande échelle avec des commandes nationales. L'Union européenne l'interdit, mais j'aimerais bien avoir l'avis de Colbert sur l'Union européenne.
On peut faire des coques de bateau en lin, en ortie, en chanvre, en bambou, toute culture que l'on peut cultiver sur le territoire français, le territoire métropolitain, mais aussi le territoire d'outre-mer. Voilà un exemple de coque de bateau qui a été réalisé avec ces matériaux. Encore ici, un autre projet, le We Explore multicoque du navigateur Roland Jourdain, qui a été fabriqué en biocomposite de fibres de lin cultivées en France. Imaginez la valeur ajoutée pour les agriculteurs accessoirement. Ah, c'est pas la PAC, ça. J'aime bien ces liens permanents entre la terre et la mer dans les grandes républiques maritimes. Ici, vous voyez les hospices de Beaune. C'est une coque de bateau inversée. C'est une coque de bateau, ça a été conçu comme ça. Les architectes qui les ont conçus ont voulu représenter une coque de bateau inversée. Pareil à Rouen, bien sûr, dans la grande salle du tribunal de Rouen. Cette relation entre la terre et la mer, elle a même un aspect poétique. Vous avez Alan Seeger, immense poète américain qui s'est engagé dans la Légion étrangère française, qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Alan Seeger a écrit un poème, Champagne, dont Tétinger a acheté le manuscrit d'ailleurs, où bien sûr il évoque le fait que qui boira du champagne après la Première Guerre mondiale le boira grâce au poilu. C'est un poème extrêmement poignant. En fait, quand on boit du champagne, on boit le sang des cathédrales. Le goût du champagne, le goût le plus noble dans le champagne, le goût le plus recherché aujourd'hui par les fabricants de champagne, en particulier Salon, mais aussi Krug, avec les monocépages, pas les assemblages, Claude Ambonnet, Claude Duménil, c'est la craie. On veut un goût de sel et un goût de craie. Vous n'avez pas de goût de craie dans le Prosecco. Dans le champagne, vous avez un goût de craie. Vous avez d'autres goûts nobles, bien sûr, les goûts de champignons, etc. Mais le goût de craie, c'est unanimement reconnu comme un des goûts les plus nobles du champagne. La craie vient du Crétacé. Crétacé, ça veut dire la période de la craie. Créta, en latin. En fait, la France, c'était ça. La géographie, c'est la destinée. La craie qui a servi à fabriquer les cathédrales, parce qu'elle se travaille très bien, est la même craie qui donne son goût au champagne aujourd'hui. À Paris, on en a fait les catacombes et les champignons de Paris. Paris est un gruyère. En Champagne, on en a fait les caves de Champagne. Quand vous buvez un champagne, vous buvez le sang des cathédrales. Et le champagne, c'est une illustration de la puissance maritime française, puisque sa popularité vient du fameux édit de Louis XV en 1728, par lequel il autorise, je cite, l'exportation du vin gris de Champagne en bouteille, ce qui était interdit avant. Vous n'aviez le droit d'exporter des vins par édit royal qu'en barrique. Mais on autorise en bouteille spécifiquement pour conserver ces bulles qui vont être codifiées par Dom Ruinart, pas Dom Pérignon. Dom Pérignon, lui, c'est l'assemblage qu'il invente, mais pour lui, les bulles, c'est quelque chose de mauvais. Pour Dom Pérignon, les bulles, c'est mal. Pour Dom Ruinart, non, c'est plutôt une bonne idée, et c'est M. Meret en Angleterre qui va perfectionner le système. Eh bien, les Anglais vont développer un goût pour ces bulles, ça va être exporté par Rouen, par voie de mer, bien sûr, en bouteille, avec cet édit de Louis XV. Donc, ce rapport avec la terre, vous le revoyez bien sûr dans le déjeuner d'huîtres, voilà les exemples des premières bouteilles. Les républiques maritimes exportent beaucoup de produits qui peuvent se conserver longtemps, huile d'olive, vin. Déjà, bien sûr, les Romains et les Carthaginois, c'était du Falerne, le meilleur vin de l'Antiquité. Vous avez aussi un modèle à retenir pour les propriétés dans ce que les républiques maritimes appelaient l'arrière-pays, qui perdent de l'argent. Les républiques maritimes, comme je vous l'ai dit, étaient capables de transformer des passifs en actifs. Et ça, c'est la comptabilité italienne, c'est vraiment toute cette période de la Renaissance, la comptabilité en partie double, ce qui vient après les croisades. Transformer du passif en actif, c'est l'art des républiques italiennes et des républiques maritimes. Aujourd'hui, on a un problème avec les monuments nationaux en France. Nos châteaux sont en décrépitude, on ne sait pas les entretenir. Bon, ça étonne beaucoup de pays, parce qu'évidemment, les Chinois, les Japonais se disent « Mais comment pouvez-vous laisser votre patrimoine comme ça s'effondrer ?» Eh bien, vous avez un modèle qu'il faudrait suivre, c'est le cas de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago en Floride, donc maintenant la résidence personnelle de Donald Trump, c'était un trou à pognon. Parce que les châteaux en général, Mar-a-Lago n'est pas techniquement un château, mais ça fonctionne comme un château, les châteaux en général sont des trous à pognon. Parce que l'entretien est exceptionnellement cher, la capex, le chauffage, etc., ou la climatisation en Floride sont très chers, et vous avez des risques, vous avez bien sûr les problèmes climatiques, en Floride vous avez les vents, etc. Et Donald Trump, en fait, a pu acquérir Mar-a-Lago pour une bouchée de pain en la munissant d'un business model, c'est-à-dire en créant un club. Mar-a-Lago est devenu une machine à cash, au point que Le Point, justement, a écrit cet article, Mar-a-Lago, la cash machine de Donald Trump. On pourrait transformer tous nos châteaux en France en cash machine en suivant le même modèle.
Il faudrait l'étudier. J'ai bien sûr pas le temps dans cette conférence de vous donner tous les tenants et aboutissants de ce modèle. Mais ce modèle du club, ce modèle en fait où on crée un fonds et un système de revenus à partir d'un bâtiment patrimonial qui est autrement un trou à pognon, est un modèle que l'on devrait immédiatement copier dans le cas français. Et là aussi, comme par hasard, les républiques maritimes italiennes le copiaient abondamment pour aller restaurer les propriétés en déshérence dans leur arrière-pays. Bien sûr, être une république maritime aujourd'hui, c'est cultiver la mer. Si on a la société Colbert, elle doit cultiver la mer. On sait le faire. Ça fait très longtemps qu'on sait le faire. Là, vous voyez la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est le leader mondial sur la capacité à cultiver la mer. Ce que vous voyez par satellite, c'est la culture d'algues, avec maintenant ce que l'on appelle les IMTA, dont j'ai parlé l'année dernière, Integrated Multi-Trophic Aquaculture. L'aquaculture a plusieurs chaînes trophiques, c'est-à-dire plusieurs produits. Et cette aquaculture, c'est une merveille de notre époque, dont la France a toutes les compétences pour la déployer. Quitte à lever 1000 milliards de dettes, c'est exactement ça qu'il faut faire. La zone économique exclusive française doit être couverte de cela. Ça augmente la biodiversité, c'est absolument bénéfique pour la planète, ça séquestre le carbone. Et là, les sources de revenus sont considérables. Enfin, pensez tout de même, une agriculture qui n'a pas besoin d'eau potable. Les Chinois ont récemment breveté d'ailleurs un riz qui peut se produire à l'eau de mer. Mais là, vous avez une agriculture qui n'a pas besoin d'eau potable et qui n'a pas besoin d'engrais. Et qui peut produire dans un volume, pas sur une surface. On ne réfléchit pas à l'hectare, on réfléchit au volume. Vous faites des laminaires, le kelp, et ensuite vous faites coquilles Saint-Jacques, et aussi moules, mais vous avez tout un tas de poissons aussi qui viennent dans cet écosystème. Vous augmentez la biodiversité, vous augmentez vos stocks de pêche, vous séquestrez le carbone. Avec lequel vous pouvez récupérer des colloïdes, les carragénanes, l'équivalent de l'agar-agar, etc., des gélifiants. Mais vous produisez aussi beaucoup de vitamines. Le kelp est extrêmement riche en vitamine C. Vous produisez beaucoup de micronutriments. Et avec les déchets, vous pouvez faire du biodiesel ou même du biokérosène pour les avions. Si Colbert avait eu cette technologie sous Louis XIV, clairement, il l'aurait déployée. S'il était là avec nous aujourd'hui, c'est clairement ça qu'il financerait en premier. On peut aussi le faire dans l'océan Atlantique. Pour l'instant, c'est plutôt l'océan Pacifique où on fait davantage ça parce que c'est là que, et aussi en mer de Chine bien sûr, donc avec la Corée du Sud. Et voilà à quoi ressemblent les exploitations, qui encore une fois j'insiste, sont bénéfiques pour l'environnement. Vous n'avez pas d'engrais, pas de pesticides, vous n'avez pas besoin de détruire la vie pour cultiver, au contraire vous augmentez la biodiversité pour cultiver. Ça, on pourrait en produire à très grande échelle sur toute la zone économique exclusive française. Et les Chinois ne nous ont pas attendus, les Coréens non plus. Pour l'instant, ce sont eux les leaders. Bon, quand Colbert a repris les finances françaises, entre Mazarin, qui a eu quand même le bon goût de le recommander, mais entre Mazarin et Fouquet, et puis la guerre de 30 ans accessoirement, les caisses françaises étaient vides. La situation française, c'était catastrophique. Quand Colbert récupère les affaires de l'État français, c'est une catastrophe. Et en face, il a des concurrents qui sont surpuissants. Il a le Royaume-Uni, qui est déjà une puissance coloniale. Il a bien sûr les Pays-Bas. Et il a les Habsbourg, accessoirement. Et pourtant, il va réussir à faire de la France ce qu'elle est. On peut le faire aussi, on n'a qu'à s'inspirer de nos concurrents, comme justement la Corée du Sud, qui déjà d'ailleurs est l'équivalent d'une république maritime. Elle fonctionne comme ça. Une énorme partie de ses revenus directs et indirects vient de la mer, de sa capacité à exporter, premier armateur mondial, premier innovateur mondial en matière de construction navale, et premier cultivateur de la mer au monde, la Corée du Sud. Ils ont un PIB par habitant qui est supérieur au nôtre aujourd'hui, alors qu'en 1957, ils avaient une boîte de cornets de beef par famille, par jour. S'ils ont réussi à faire ça, on peut y parvenir aussi. Après tout, j'ose imaginer que 10 ans d'Emmanuel Macron, ça reste malgré tout inférieur à la guerre de Corée. Vous savez que je m'intéresse beaucoup au biomimétisme, le byssus de moule, la barbe de moule, la colle que les moules utilisent pour coller au rocher. Depuis l'Antiquité, on sait en faire une soie. Et là, j'ai pris cette image parce que vous voyez à quel point c'est doré quand ça sèche. Et en fait, on en tissait des vêtements. On a même trouvé une tombe à Budapest. Donc je rappelle que la Hongrie n'a pas d'accès à la mer. Une tombe à Budapest d'une commerçante qui s'est fait enterrer avec un vêtement en byssus de moule. Donc elle avait acquise le long d'une route commerciale pour le paprika, grande spécialité de la Hongrie. Eh bien,
Aujourd'hui, on commence à la récupérer. Vous avez une start-up française, Systech, qui a inventé des panneaux acoustiques isolants. Ce n'est pas la meilleure utilisation, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien que des entreprises françaises utilisent ce qui est considéré comme un déchet par les conchiliculteurs pour faire des panneaux acoustiques qui vont réduire la pollution sonore, un des grands problèmes de notre époque, le stress, le cortisol, etc. Une autre start-up française développe des panneaux similaires, il s'appelle Bisco, comme Bisuus Company. Mais voilà ce que ça donne quand c'est très bien tissé, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Là aussi, clairement, Colbert aura 2-3 idées à nous suggérer pour des vêtements, des tapisseries, des commandes publiques. Voilà le genre de vêtements qu'on peut faire avec du byssus de moule, c'est de la soie de mer. Vous savez, la soie aujourd'hui, un carré Hermès, c'est une énorme marge, ça va de soi. D'ailleurs, le modèle de société d'Hermès, la société en commandite par action, pourrait être très très intéressant pour une société comme Colbert si elle était créée par l'État français, où la relation commanditaire-commandité permet de faire rentrer des capitaux. Hermès n'est pas une société publique-privée, mais la relation commanditaire-commandité dans la société en commandite par action permet de faire rentrer davantage de capitaux privés, de diluer davantage, tout en gardant le contrôle. Alors, le contrôle vient au prix d'une responsabilité augmentée. Dans une société en commandite par action, vous n'avez pas de responsabilité limitée. Mais de facto, dans le cas de l'État français, vous n'avez pas de responsabilité limitée non plus. Je pense que la société Colbert devrait être une société en commandite par action pour attirer plus de capitaux étrangers. Pourquoi j'en parle? Parce que les républiques maritimes sont systématiquement les plus innovantes en matière légale pour les formes juridiques, les formes d'assurance, les formes de société, l'école légante, c'est que faisaient les Vénitiens. Les républiques maritimes ont toujours ça comme point commun, qu'elles innovent en matière légale. En matière d'innovation en France, vous avez aussi, toujours dans la capacité à cultiver la mer, la marée solaire, qui a été inventée par l'excellent entrepreneur français Florent Tarborièche, qui donc fait des huîtres dans l'étang de Thau. Et ces huîtres, on les appelle les huîtres roses parce qu'elles développent une couleur rose étant dans cet étang de Thau. Elles sont vraiment délicieuses pour le coup. En fait, j'ai même, avant la guerre, j'ai vécu en Ukraine 1 an et dans le quartier branché de Kiev, vous pouviez en trouver. Ils les faisaient venir par avion. Donc vraiment, c'était une fierté absolue française d'avoir des huîtres qui sont cultivées en Méditerranée et qui ont un goût très particulier. Pourquoi? Parce qu'il a inventé une méthode d'exondation qui a toujours existé dans l'étang de Thau. On sort les huîtres de l'eau, mais avec des panneaux solaires, la marée solaire. Ça permet d'automatiser l'exondation, et l'exondation, c'est de la muscu pour les huîtres. Parce que quand vous sortez l'huître, vous obligez son adducteur, son muscle principal, celui qui donne le goût, la chair de l'huître, c'est un muscle, vous l'obligez à se renforcer. Et vous l'obligez à devenir davantage creuse aussi, pour pouvoir garder plus d'eau, parce qu'elle est stressée hydriquement. Ça vous donne une huître avec une chair dense, puisque le muscle a davantage travaillé, avec un taux de glycogène plus élevé, donc un muscle avec un arrière-goût sucré, un arrière-goût de châtaigne. Eh bien ça, c'est une innovation française. On pourrait la déployer à très grande échelle dans tout notre espace maritime. Colbert, quand il voyait un entrepreneur comme ça, il lui disait « Hop, 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 tu bouges pas, surtout tu vas pas à Venise, tu restes ici, et on va essayer de passer à l'échelle ce que tu as fabriqué. » Ça fait 20 ans que Florent Tarborièche fait ça, ça fait 20 ans qu'on aurait dû passer ça à l'échelle. Maintenant, on devrait le faire. Ce genre d'innovation, tous les Français devraient les connaître, on devrait en être absolument fiers, et on devrait avoir un plan national avec des systèmes de financement, avec une banque nationale, pour pouvoir créer ça. Pourquoi? Merci. Pourquoi disais-je? Parce que un des points clés de Venise en tant que république maritime, c'était l'accès au crédit. À Venise, vous aviez un accès au crédit qui était quasiment total. Si vous étiez un citoyen dit originaire, vous aviez un accès au crédit très facilité. Parfois même sans taux d'intérêt, puisque c'était des crédits avec des prises de participation. Donc crédit dans le sens large, pas crédit forcément dans le sens usuraire du terme, mais crédit dans le sens bailler des fonds. Accéder aux fonds à Venise, c'était clairement l'endroit de toute la Méditerranée où c'était le plus facile. Et la France doit évidemment recréer cette tradition. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Colbert, alors que les caisses étaient vides. Il avait simplement redressé les finances du pays. Il avait d'ailleurs commencé à faire un peu des flat tax. Il avait simplifié la gabelle et la taille. Vous savez, les deux grands pourvoyeurs de fonds pour l'ancien régime. La gabelle, taxe sur le sel. La taille, taxe foncière. Il avait simplifié ça, fait des prototypes de flat tax et il avait commencé à attirer des capitaux étrangers déjà à l'époque, tout en gardant le contrôle. Alors donc, si on cultive la mer, on va faire du biocarburant. Avec les sargasses, notamment dans les Caraïbes, on peut faire du biokérosène. Le biokérosène, pour les vols long courriers, c'est 30% du prix du billet d'avion. 30%.
Vous êtes un pays qui a un tel espace maritime, qui a un espace maritime aussi gigantesque que la France, mais évidemment qu'il faut une préférence pour les lignes à l'intérieur de votre espace maritime. Évidemment que le vol Paris-Tahiti, Paris-Papeete ne devrait pas être taxé, par exemple. Ça n'a aucun sens. Évidemment que Air France devrait avoir une préférence nationale pour son carburant, avec du carburant fabriqué dans l'espace maritime français. Mais évidemment, si Colbert était à la tête d'Air France, il dirait « Mais comment ça? D'où vous importez votre kérosène? On peut en fabriquer. On peut fabriquer du biokérosène et en plus, il peut nous coûter 0 à terme. » Pourquoi le biokérosène peut nous coûter 0? Parce que le principe d'une IMTA, Integrated Multi-Trophic Aquaculture, c'est que vous avez d'autres sources de revenus et que la biomasse que vous allez digérer pour en faire du biokérosène, c'est un déchet, c'est quelque chose qui est amorti par les autres revenus, comme la coquille Saint-Jacques, comme les poissons, comme les moules, comme les carragénanes, comme les vitamines, comme ce que vous voulez, sans parler des crédits carbone. Et vous avez séquestré du carbone pour faire votre biokérosène. Donc la première chose que ferait Colbert, ce serait de dire « Mais attends, il faut qu'on produise notre propre carburant, c'est une évidence !» Enfin, Colbert, il nous a rendus moins dépendants des tapisseries des Flandres, moins dépendants du verre vénitien, moins dépendants des faïences chinoises, et c'est pour qu'on soit aujourd'hui dépendants de biocarburants, pas de biocarburants, du coup, de carburants qu'on doit acheter à l'international, alors qu'on peut les produire nous-mêmes. Et que ça créerait des emplois, bien entendu, et des brevets. Parce qu'un autre moyen de financer tout ça, c'est de créer un fonds souverain national où tous les brevets qui auront été créés pendant qu'on résout nos problèmes maritimes appartiendront au fonds. Et ça, c'est de l'actif. À l'époque de Venise, il n'y avait pas de notion de brevet encore. Donc il nous faut des brevets maritimes nationaux. Comment on crée un brevet? En résolvant un problème. Un pays qui a beaucoup de problèmes techniques, c'est très bien. Venise avait beaucoup de problèmes techniques aussi. Un pays qui a beaucoup de problèmes techniques est un pays qui va innover. La seule façon d'innover, c'est de résoudre des problèmes. Donc quand on a beaucoup de problèmes, si on a de l'intelligence, on a derrière beaucoup de brevets. Et avec notre espace maritime, en déployant ce genre de solution, on va créer des brevets. C'est inévitable. Mais ça nécessite de la persévérance et bien entendu de la concentration. Et la concentration, c'est quelque chose de national. On doit en faire une grande cause. C'est pour ça que je fais ce genre de conférence, pour vulgariser le sujet, pour que tous les Français sachent que ça devrait être notre priorité, qu'on devrait être concentrés. À l'époque où EADS avait encore une grande part de contrôle français, vous aviez un projet qui a été enterré depuis, qui s'appelait le ZEHST, Zero Emission Hypersonic Transportation, le ZEST. Donc un avion hypersonique, et oui, on n'a pas attendu les Russes, on n'a pas attendu Elon Musk, on avait un projet tout à fait réalisable au passage, d'avion hypersonique qui pouvait faire du Mach 4 en utilisant des biocarburants, Zero Emission, avec différents régimes de vol que vous voyez décrits dans cette infographie, où on montait à une certaine altitude pour atteindre les Mach 4,5 et l'avion aurait été propulsé avec du biokérosène. Ça veut donc dire que les déchets ou des sargasses ou du kelp, les sargasses sont déjà un déchet, on les collecterait dans les Caraïbes, ou bien le kelp en général. Les déchets, on peut en faire un biokérosène et on aurait pu avoir un avion qui nous aurait fait Paris-Tahiti en 6 heures, en étant zéro émission. Et avec un carburant gratuit, puisque le carburant est payé par les autres activités de l'IMTA. En fait, au-delà de la République maritime, maintenant, vous avez peut-être la notion très innovante de République séline, du grec, enfin, kaelos, c'est plutôt latin, pardon, c'est le ciel. Et en fait, maritime, marine, séline, ça veut dire qu'il vient du ciel. On a une marine marchande, beaucoup de gens s'intéressent à la possibilité qu'on ait une séline marchande, une marine marchande du ciel, qu'on ait des aérostats capables d'emporter du fret. Alors ça tombe bien, le fret, il a des classes de densité de 50 à 500. Le plus cher, c'est 500, c'est un conteneur de balles de ping-pong. Très cher à envoyer ça. Le moins cher, c'est 50, c'est un conteneur de sable. Toutes choses égales par ailleurs, plus c'est bas, moins ça flotte, plus c'est haut, plus ça flotte. Un conteneur de balles de ping-pong, ça flotte, un conteneur de sable, ça flotte pas. Envoyer un conteneur classe 500, ça coûte extrêmement cher, mais c'est ce qui s'envoie le mieux par le ciel. C'est clairement ça qu'il faut envoyer par voie séline, pas marine. Beaucoup de gens réfléchissent à ça aujourd'hui. Énormément se posent la question de comment on pourrait envoyer de grandes quantités de fret par le ciel. Vous avez eu par exemple le designer français Jean-Marie Massot pour l'Onera,
qui avait conçu ce projet, le nuage habité, Manned Cloud. Le nuage habité pour faire par exemple Paris-Antananarive en 4 jours, ou Paris-Rome en 8h45. Quand vous êtes une immense république maritime, l'important aussi c'est que votre population communie avec votre territoire. Et il n'y a rien de mieux pour communier avec votre territoire que l'enthousiasme. Dans le sens de Pasteur, il disait, le plus beau mot que les Grecs nous ont laissé, c'est enthousiasme, ça veut dire avoir un Dieu à l'intérieur. Anthéos, avoir un Dieu à l'intérieur. Je suis enthousiasmé, j'ai un Dieu à l'intérieur de moi. Eh bien, l'enthousiasme pour le territoire, c'est la meilleure façon pour un peuple de communier avec son territoire. Et avec ce genre de bâtiment, on pourrait faire des croisières Céline qui iraient visiter les écosystèmes rares qu'il y a dans tout le territoire maritime français, sans les endommager, sans les toucher, puisqu'on vivrait à l'intérieur. Là, vous allez me dire, non, mais c'est quand même un peu techniquement difficile. Je vais vous montrer que ça ne l'est absolument pas. Parce que rien n'est tel que le rêve pour engendrer l'avenir et que tout ce que des humains peuvent rêver, d'autres humains pourront le réaliser. Et puis, c'est pas tragique quand même que ce soit la Poste du Burundi qui vous apprenne que ce projet a existé. Est-ce que ça ne vous montre pas à quel point, bravo pour le Burundi au passage, mais ça ne vous montre pas à quel point on n'a plus confiance en nous? À quel point on est les bras ballants, on se dit que la France peut rien. On nous dit que la France est petite, c'est ce que l'Europe n'arrête pas de nous dire, la France est petite. Et les petites 13 fuseaux horaires, c'est petit. Réfléchissez à ça. Et même ce genre de système, si on veut poursuivre le rêve, on pourrait le propulser encore plus rapidement avec des kites. C'est un extrait d'une bande dessinée française qui a cartonné, qui s'appelle L'Enfeust, et par le scénariste Arleston, excellent scénariste de bande dessinée français, où vous avez un train qui est propulsé par des cerfs-volants. C'est tout à fait possible, ça. Vous avez la société allemande SkySail qui fait des cerfs-volants qui permettent de réduire la dépense de carburant des porte-conteneurs. Si vous adaptez ce genre, et ça c'est pas une image de synthèse, hein, c'est pour de vrai. Et si vous adaptez ce genre de technique sur ce type de bâtiment, vous pouvez augmenter sa vitesse en n'ayant bien sûr aucune dépense de carburant supplémentaire. Avec l'IA pour piloter le kite, c'est tout seul aujourd'hui, c'est extrêmement facile. L'IA va piloter le kite qui fera des 8 dans le ciel et qui permettra de propulser le ballon encore plus vite. Les Chinois font déjà des centrales électriques à très grande hauteur avec une éolienne à l'intérieur et qui laisse aucun impact sur le paysage et qui a d'excellents rendements sans nécessité de béton, sans nécessité de métal. Et vous l'enlevez quand il n'y a plus de vent. Les Chinois aussi sont les leaders mondiaux aujourd'hui sur les aérostats, bien entendu. Mais vous avez connu, vous savez qu'il y a eu une époque où on avait vraiment des pionniers de l'aérostatique dans toute l'Europe. Ça, c'est un aérostat anglais, le R100. À l'époque, les Anglais étaient bien sûr en compétition avec les Allemands pour faire des aérostats. Le Zeppelin a brûlé parce qu'un embargo sur l'hélium existait entre les États-Unis et l'Empire allemand. Et cet embargo a fait que les Allemands ont décidé d'utiliser de l'hydrogène. Mais encore une fois, c'est la persévérance qui crée l'innovation. Et les Romains, eux, auraient poursuivi bien sûr cette technologie, parce qu'aujourd'hui, nous avons des solutions bien au-delà de l'aspect rudimentaire qui présidait à la construction des aérostats à l'époque. Je vais vous donner des exemples. Alors ça, c'était la chaîne d'ailleurs pour le R100. Donc déjà dans les années 30, donc il y a 95 ans, eh bien, on pouvait aller de Bedford à Wellington avec cette chaîne-là. Et c'était bien sûr l'idée de l'Empire britannique comme empire maritime, avec des aérostats qui iraient de Bedford à Karachi, en passant par Ismailia et ensuite Perth et Wellington. Eh bien, vous pouvez faire la même chose avec l'espace maritime français. Vous pouvez partir de Paris, arriver à Antananarive, ensuite enchaîner en Nouvelle-Calédonie, puis la Polynésie, passer par les Caraïbes et revenir en France. Et là, ce n'est pas le tour du monde en 80 jours, c'est en 20 jours que vous faites ça. Pourquoi on peut le faire? Pourquoi aujourd'hui, on a toutes les technologies pour? Je vous ai dit à l'époque, c'était très rudimentaire. Ça, c'était de l'intestin de vache. Donc le ballon, c'était de la tripe de vache. D'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour faire les ballons de barrage, vous savez, pour éviter les bombardements, eh bien, il y a eu des pénuries de saucisses dans toute l'Europe parce qu'on n'avait plus de boyaux. Donc vous aviez des femmes qui cousaient comme ça les boyaux pour faire les ballons. Donc, ok, on a un ballon qui voulait faire Bedford-Wellington en Nouvelle-Zélande, c'est les antipodes là aussi, hein. On est vraiment aux antipodes. Bedford-Wellington, c'est littéralement les antipodes. Avec du boyau de vache, aujourd'hui on a des technologies un peu plus avancées, je suis sûr qu'on pourrait le faire.
D'ailleurs, on a eu une exposition, à l'époque où on se faisait confiance, 1909, l'exposition de la mobilité aérienne, dans le Grand Palais. Et là, vous voyez toutes les marques de l'époque, bien sûr, Fiat, Delahaye, Gnome, et les aérostatiers qui étaient, bien sûr, les stars de ce genre d'exposition. Eh bien, une histoire là-dessus. L'aluminium. L'aluminium a été un métal précieux. Ça, c'est le sommet de la pyramide du Washington Monument, qui était le plus haut bâtiment de l'époque, d'ailleurs, quand il a été fabriqué, après la guerre de sécession. Le sommet du Washington Monument était une pyramide en aluminium massif parce que ça valait beaucoup plus cher que l'or. En fait, Napoléon III, quand il recevait des hôtes de marque, il leur donnait les couverts en aluminium, pas les couverts en or. Les couverts en or, c'était pour le gruau. Les couverts en aluminium, c'était pour l'hôte de marque. Ça coûtait tellement cher à fabriquer. La monnaie de Paris a fait quelques prototypes de monnaie en aluminium à l'époque, puisque c'était le métal rare et précieux. On ne savait pas travailler la bauxite à l'époque. Donc on ne savait faire que de l'aluminium électrolytique, ça coûtait extrêmement cher. Si vous aviez dit à Napoléon III qu'un jour on emballerait un sandwich dans une feuille de papier aluminium, il aurait rigolé. Les sandwichs commençaient à peine à arriver. Quand on a fait l'Opéra Garnier, ça commençait à être à la mode d'avoir des petits amuse-bouches sous forme de sandwich entre deux tranches de pain, même si, comme vous le savez, ça a été inventé, selon la légende, par Lord Sandwich, pour pouvoir manger pendant qu'il faisait son billard, en mettant ça dans sa poche. Eh bien, on avait le leader de l'aluminium en France, Péchinet, qui a été créé à la même époque d'ailleurs. Bon, entre-temps, comme Arnaud Montebourg l'a mieux expliqué que moi, on a vendu ça, un des leaders, et le prix de la passe a été autour de 15 millions d'euros. Malheureusement, ce n'est pas le seul fleuron qu'on a vendu. N'empêche qu'on était capable. Moitié du 19e siècle, on avait commencé à créer un leader qui allait devenir le leader de l'aluminium. Ben, l'aluminium a révolutionné l'aviation. À partir du moment où l'aluminium est devenu pas cher, l'aluminium a permis de révolutionner l'aviation. L'aluminium d'aujourd'hui s'appelle l'aérogel. Ça existe depuis 95 ans. Ça a été découvert dans les années 30. L'aérogel ou le nuage gélifié, c'est parfois comme ça qu'on l'appelle, ou la fumée gélifiée. C'est un gel de silicium qui est fait à partir d'eau, mais dont on a évaporé l'eau dans une technique qu'on appelle l'évaporation surcritique. Et ça fait que ce gel est composé à 99,8% d'air. C'est un solide qui flotte dans l'air. Si j'ai un cube d'aérogel et que je le pose là, il va flotter dans l'air. Et il est solide, étant un gel, il est incompressible. Les liquides sont incompressibles, les gels aussi. Donc, vous pouvez mettre une brique dessus. Pourquoi c'est intéressant ça ? Parce qu'avec ça, vous faites tous les aérostats que vous voulez, vous n'avez même plus besoin d'hydrogène ou d'hélium. Vous faites simplement un énorme bloc de vide. Et comme vous avez un cube incompressible, eh bien, il va pouvoir résister à la pression externe. Vous éliminez l'hydrogène, plus besoin. Vous éliminez l'hélium, plus besoin. Vous avez un aérostat qui est porté par l'aérogel directement, qui est un nuage gélifié. C'est aussi un excellent isolant thermique. Alors si d'aventure vous mettez de l'hydrogène dedans, vous pouvez craquer une allumette, pas de problème. 95 ans que ça existe. Je ne sais pas, dernièrement, à ce qui paraît, je ne les ai pas vus moi personnellement, mais on a levé 1000 milliards. Pourquoi on n'a pas un peu investi là-dedans ? Si Colbert il avait levé 1000 milliards, une des questions qu'il aurait posées, c'est comment on rend ça pas cher ? Parce que Colbert, une des questions qu'il s'est posées, c'est comment on rend les miroirs pas chers ? Comment on rend le verre pas cher ? Comment on rend les matériaux du futur pas chers ? D'autres se sont posé la question comment on rend l'aluminium pas cher ? Une fois qu'on pourra emballer un sandwich dans une feuille de papier aluminium, on va révolutionner l'aéronautique. Une fois qu'on pourra avoir de l'aérogel dans notre frigo, on va révolutionner l'aéronautique aussi. Et on aura ce genre de nuage habité comme l'avait désiré Massot, mais on pourra le réaliser à très très grande échelle, sans aucun danger, et en communiquant sur tout notre espace maritime. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Si Colbert était là, je pense qu'il le ferait. Parce que vous savez, réduire le prix, mais c'est pas dingue. Vous savez quelle réduction du fret ça fait, ça, pour l'aérospatial, quand Elon Musk il a créé Skyship ? C'est 200 exact. Elon Musk a divisé par 200 le prix du kilo de fret aérospatial. 200. Vous avez des gens qui vous disent « Oh, il ne sait pas gérer une boîte ». Non, il a divisé par 200 le prix d'un kilo envoyé dans l'espace. Ça, c'est au-dessus d'Henry Ford. Henry Ford, il n'a pas divisé par 200 le prix d'une automobile à pétrole. Elon Musk a fait, avant lui, envoyer un kilo dans l'espace, c'était X. Après lui, c'est X divisé par 200. Et s'il continue comme ça, on va être X divisé par 1000. Donc oui, c'est possible. Si vous avez bien investi, si vous avez sélectionné les bonnes personnes, vous pouvez faire que l'aluminium passe d'un métal précieux à un métal de la vie de tous les jours. Vous pouvez faire que l'aérogel passe d'un matériau précieux à un matériau de la vie de tous les jours. Ça fait 95 ans qu'on a de l'aérogel. On devrait pouvoir en faire à très bas coût. Et un jour, on va y arriver, comme pour le graphène d'ailleurs.
Le radeau des cimes, cet excellent projet français, placer un filet à la surface des arbres pour étudier la canopée. Évidemment, ils ont été accusés de n'être que des poètes. Voilà, certains chercheurs très terre à terre, c'est de la poésie, c'est pas de la recherche. Oui, enfin, là, vous avez un modèle économique. Là, vous pouvez valoriser votre biodiversité, notamment avec les cryptos. Vous savez qu'aujourd'hui, le conseiller de Vladimir Poutine a accusé les États-Unis de vouloir dévaluer leur dette en la noyant dans un torrent de cryptos, en utilisant des stablecoins, des crypto-monnaies indexées sur le dollar, en provoquant un crash contrôlé des stablecoins pour permettre de vider la dette américaine. C'est une accusation qui a été faite formellement par le conseiller de Vladimir Poutine. Les Américains, en effet, sont en train de devenir les leaders en matière de crypto, c'est exact. Et ils ont un plan. Alors, colbertiste à souhait, absolument national, et un plan qui réfléchit, qui n'est pas forcément bon pour les pays de l'Union européenne. Bon. Parce que pour l'instant, qui va se retrouver à absorber la dévaluation de la dette américaine si leur plan se réalise? Ça sera les euros cocus, désolé. Bon. La France, c'est quand même le pays au monde qui a le plus de médailles Fields, ou un des pays au monde qui a le plus de médailles Fields, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Et donc, on n'est pas trop mauvais en matière de cryptographie, on n'est pas trop mauvais en matière d'innovation mathématique, on n'est pas trop mauvais d'ailleurs en littérature non plus, on est un des pays qui a le plus de prix Nobel de littérature. Bon. Pourquoi on n'innove pas en matière de crypto? Oui, c'est un sujet. On a de très bons entrepreneurs comme Owen Simonin, Asher, qui lui se demande évidemment tous les jours s'il ne va pas se barrer à cause du fait que la France, sur toute nouvelle technologie, appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps. Bercy a dit que la France serait la capitale de la crypto, mais Bercy nous dit qu'elle va taxer les plus-values virtuelles sur la crypto. Alors vous n'allez rien réaliser comme plus-value, vous n'avez pas de cash, pas de trésor, vous allez devoir 100 millions à l'État. Ce qui avait été fait d'ailleurs en Norvège avec beaucoup de succès. C'est ironique. En matière de crypto, on pourrait utiliser les nouveaux contrats, parce que la crypto, ce ne sont que des contrats. On peut faire des contrats abominables comme on peut faire des contrats intelligents, qu'on appelle d'ailleurs smart contracts. Je vous l'ai dit, les républiques maritimes sont les plus grands centres d'innovation en matière contractuelle. Amalfi a créé un code maritime, Gênes a créé la meilleure banque publique-privée du monde et la plus innovante, Venise a créé la Colleganza et tout un tas de contrats, et les compagnies d'assurance Generali accessoirement. Les républiques maritimes sont aussi non seulement en communion avec la mer, mais en communion avec l'océan du savoir, l'océan de la connaissance. La biodiversité française est un océan de connaissances, inexploité. Vous avez des barils de connaissances, vous avez les venins, le venin de mamba noir, 6 000 $ le milligramme. Il n'y a pas de mamba noir dans l'espace français, mais je vous donne juste cet exemple pour avoir une idée du prix. 6 000 $ le milligramme, 6 milliards le kilo. Par contre, c'est un chercheur français qui a découvert que le venin de mamba noir était plus efficace que la morphine et ne causait pas d'addiction. Alors qu'aux États-Unis, la crise des opioïdes, c'est 800 000 morts accessoirement. Chercheur français à Bordeaux qui a découvert ça, les mambalgines. Le territoire français pourrait extraire la connaissance de sa biodiversité sans la détruire, avec des projets comme le radeau des cimes, et pourrait la mettre en bourse. La France pourrait dire, par exemple, nous allons émettre des concessions sur blockchain, nous allons déclarer qu'une société peut exploiter tels venins qui sont endémiques. On sait qu'il y a plein de zones endémiques en France. La Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion. L'espace maritime français a plein d'endémismes, vous êtes sûr que cet animal n'existera que là-bas. Donc c'est parfait. Vous émettez une concession pour l'exploitation intellectuelle des produits que vous allez découvrir dans l'écosystème. Ça ne détruit pas l'écosystème. Et vous avez de l'argent upfront, parce que la concession, elle est payée d'avance. Donc vous avez des sociétés qui vont acheter pour avoir les droits d'exploitation de la mambalgine pendant 15 ans. Ça vaut beaucoup d'argent, ça. Vous avez des sociétés qui vont acheter pour avoir les droits d'exploitation de telle ou telle molécule découverte dans les écosystèmes français. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez placer en bourse tout de suite pour avoir un revenu immédiatement, sans avoir à lever de fonds autrement, sans lever de dette. Vous avez vendu une concession. Il y a un preneur de risque qui a acquis cette concession. Bien entendu, initialement, les premiers preneurs de risque devront être des sociétés d'État, mais pas seulement. C'est évidemment Colbert, la société française, qui réalisera ça. Voilà ce que je préconise. Exploiter la connaissance, c'est aussi devenir le leader sur les drones maritimes. Ça, c'est un ingénieur français, Fabien de Varenne, je le salue, personnage remarquable, qui a conçu ce drone marin en France. Il l'a fabriqué lui-même. Il a été utilisé par Monaco pour étudier les cétacés. Pourquoi on ne lui a pas passé 1000 commandes publiques pour surveiller notre espace maritime? Ça aurait coûté beaucoup moins cher, c'est un drone. On a besoin de surveiller notre espace maritime. Avec ça, on peut savoir où les poissons frais. Pour renouveler les stocks de pêche, c'est extrêmement important. Les marins pêcheurs devraient tous emporter un petit drone, une version plus petite de celui-là, pour savoir où sont les bancs de poissons, pour savoir où sont les cétacés.
Aujourd'hui, vous avez le golfe de Gascogne qui est interdit à la pêche 1 mois par an parce qu'on ne sait pas où sont les cétacés. Avec ça, on le saurait. On serait plus efficace, surtout, on protégerait davantage les stocks de pêche. Ça, c'est une technologie française, mais elle est anecdotique. Il faut la passer à très grande échelle. Pour conclure, le mathématicien David Hilbert, qui a posé ces 23 problèmes à Paris en 1901, les 23 problèmes de Hilbert au Congrès international des mathématiciens à Paris en 1901, disait « Wir müssen wissen, wir werden wissen », nous devons savoir, nous saurons. Wissen, Wissenschaft en allemand, la science, il l'a fait écrire sur sa tombe. Nous devons savoir, nous saurons. Une république maritime, sans surprise dans son histoire, c'est une organisation qui cherche à savoir beaucoup de choses. Venise avait les meilleurs services de renseignement au monde à l'époque. Venise avait aussi les meilleures antennes commerciales pour savoir pas seulement le renseignement militaire, mais le renseignement économique. Aujourd'hui, la DGSE est très bonne en matière de renseignement économique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Andrew Bustamante, ancien de la CIA, qui a dit dans une interview « La DGSE est parmi la meilleure organisation au monde en matière de renseignement économique ». Ça, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre. En fait, parmi les océans secrets, il n'y a pas que l'océan liquide, vous avez l'océan du savoir. Et on doit explorer le savoir de notre espace. Donc la biodiversité, les espèces rares, etc. Et pour ça, il nous faut ces drones. Pour ça, il faut faire nôtre ce slogan de David Hilbert, « Nous devons savoir, nous saurons ». Eh bien, ça tombe bien. Des gens qui font des drones et des stations océaniques, il y en a. Je vous présente le projet Sea Orbiter par Jacques Rougerie, bien avant qu'on lève 1000 milliards. On n'avait pas quelques millions pour faire ce projet. Jacques Rougerie, qui a dû vendre une de ses péniches pour financer ce projet, il s'est financé lui-même. Il a eu quelques donateurs, dont notamment Rolex. Mais il s'est notamment financé lui-même tellement il y croyait. Un projet de station océanique internationale comme la Station spatiale internationale, basé sur la stabilité verticale de l'hippocampe. Les hippocampes ont une capacité à résister aux turbulences. Donc ce projet Sea Orbiter avait une capacité à rester en mer toute l'année pour pouvoir explorer l'espace maritime français. Jacques Rougerie est membre de l'Institut de France. C'est une fierté nationale. Il a conçu des maisons sous-marines dans lesquelles il a invité Pierre Richard, par exemple. Il a battu des records de nombre de journées vécues sous la mer avec cette maison. Et il a fait la couverture de Popular Science aux États-Unis. J'ai été son conseiller, je peux vous le dire maintenant, il y a prescription. Google voulait lui racheter le projet. Il a refusé parce qu'il était patriote. Alors, est-ce que vous croyez que dans les 1000 milliards qu'on a levés, on aurait pu gratter quelques millions juste pour le remercier d'avoir refusé de se vendre à Google? Évidemment, non. Il a aussi conçu un projet de campus marin. Il est clair qu'une grande partie des études supérieures en France doit se faire en mer. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut réenchanter les études supérieures. Vous avez des projets de bateaux campus, ça ne coûte pas très cher, vous avez des moyens de les amortir, vous pouvez embarquer des touristes aussi. Il y a des modèles d'affaires, rappelez-vous Mar-a-Lago, le modèle d'affaires. Il y a des modèles d'affaires pour amortir ça, mais il est très important d'avoir une minorité, ou en tout cas une masse critique, c'est plutôt ce terme que je veux utiliser, une masse critique d'étudiants français qui vont étudier en partie en mer, dans tout le territoire maritime français. Je terminerai donc cette conférence sur la France comme république maritime. Je vous ai dit, quand on lève de l'argent, il faut des rêves. Les Vénitiens ont rêvé. Quand ils étaient dans des cahutes en roseau, avec la malaria, des cahutes où il fait très froid en hiver, très chaud en été, et avec les Lombards qui voulaient les égorger, eh bien, ils ont rêvé d'une cité idéale qui est devenue Venise et qui était pourtant un amoncellement de problèmes, un amoncellement de soucis, de stress, de complexité, qui est devenue la République maritime la plus puissante de Méditerranée. Rien n'est tel que le rêve pour engendrer l'avenir. Quand on mobilise l'épargne et le crédit des Français sur 5 générations, puisque d'après les économistes, il faudra minimum 5 générations, c'est 5 générations, et ça nous renvoie au milieu du 19e en ce qui nous concerne, si on vient en arrière, il faudra 5 générations. Imaginez que Louis-Philippe ait levé de la dette, qu'on ait fini de rembourser que maintenant. Bon, sur 5 générations, quand vous engagez le crédit de votre population sur 5 générations, si vous ne mettez pas de rêve dans l'équation, vous n'avez absolument rien compris. Et je vais donc terminer sur ce poème du poète irlandais William Butler Yeats, prix Nobel de littérature. C'est son plus grand poème, où il dit « Tu sais, si je pouvais t'offrir le bleu secret du ciel, brodé de lumière d'or et de reflets d'argent,
Le mystérieux secret, le secret éternel de la vie et du jour, de la nuit et du temps. Avec tout mon amour, je le mettrai à tes pieds. Mais moi, je suis pauvre, comme la France maintenant, et je n'ai que mes rêves. Sous tes pas, j'ai déroulé mes rêves. Marche doucement, parce que tu marches sur mes rêves. J'ai envie de dire au gouvernement actuel, marche doucement, parce que tu marches sur mes rêves.